Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la correction des activités sur le chapitre des fonctions de référence avec les objectifs suivants, donc l'étude et les variations des fonctions de référence sur un intervalle donné, donc on va en voir trois, fonction cube, la fonction racine carrée et la fonction inverse. Donc ça va compléter notre catalogue, on avait déjà vu la fonction affine et la fonction linéaire en classe de seconde, la fonction du second degré aussi, en classe de seconde et cette année, et donc on va voir ces trois autres fonctions ici. Ensuite on va exploiter et construire des graphiques de fonctions du type k fois f, donc un nombre multiplié par une fonction, et puis associer aussi la somme de deux fonctions du type f plus g par exemple. On va résoudre des équations et des inéquations graphiquement, et puis interpréter les résultats, et puis on va utiliser évidemment les outils pour établir les tableaux de valeurs et les représentations graphiques. Donc c'est un peu l'objet aussi de la vidéo, c'est de vous rappeler comment on va utiliser la calculatrice avec les différents modes, mode graphique et le mode table, et puis utiliser aussi GeoGebra qui est un outil complètement adapté à ce type d'activité. Un outil très pratique donc qu'il va falloir utiliser, donc si vous ne l'avez pas encore fait, installer sur votre ordinateur de travail. Alors première activité, donc la fonction cube. Qu'est-ce que c'est que le cube d'un nombre? Tout simplement c'est un nombre élevé à la puissance 3. Donc je donne l'exemple 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, on a 3 fois le facteur 2 ici, donc ça fait 8. Ça se lit 2 au cube ou 2 puissance 3. Alors tout de suite, je viens voir avec la calculatrice la touche puissance, parce qu'on a déjà posé la question. Donc dans le mode calcul, 2 puissance, donc c'est le petit chapeau ici, voilà, qu'on va retrouver sur d'autres logiciels, d'autres outils informatiques, GeoGebra par exemple, ou Excel, c'est le même outil, c'est la même touche, c'est la même fonction. Donc 2 puissance 3 ici, donc ça nous donne 8. Si je fais par exemple moins 3, puisque c'est la première valeur de mon tableau à suivre, à la puissance 3, j'obtiens moins 27. Donc on voit ici dans la deuxième partie compléter le tableau en utilisant la fonction table de la calculatrice. Donc on peut le faire soit manuellement en faisant les calculs un par un, soit, et là c'est plus efficace, en utilisant le mode table de la calculatrice. Donc ce que je vais vous remontrer tout de suite. Donc dans le menu, je vais choisir le menu table. Alors j'efface les fonctions, tiens, ici. Qu'on va utiliser tout à l'heure. Et je vais rentrer ma fonction, l'expression x puissance 3 en y1. Ensuite, je vais régler mon tableau de valeurs, donc c'est de moins 3 jusqu'à plus 3. Donc avec la touche F5, donc là je l'ai déjà fait, donc de moins 3 le début, la fin plus 3, et puis j'ai pris un pas égal à 0,5, step la marche, 0,5, donc on voit que la plus petite valeur entre le petit écart est de 0,5 dans mon tableau, voilà. Et puis j'affiche avec F6 le tableau de valeurs qui est donné avec une approximation au centième par exemple, et on a toutes les valeurs de notre tableau et on n'a plus qu'à compléter. Alors je rappelle aussi que si on a besoin d'une valeur intermédiaire, par exemple si j'ai besoin de connaître le cube de 1,2, donc j'ai juste à saisir la valeur 1,2 sur la calculatrice et à valider, et elle se trouve calculée directement et insérée dans mon tableau. Donc c'est assez pratique aussi. Donc on a complété toutes les valeurs de notre tableau, et puis on va pouvoir interpréter. Donc que peut-on dire du signe du cube d'un nombre négatif? Alors on voit que le cube de moins 3 c'est moins 27, donc le cube d'un nombre négatif est aussi négatif. Alors contrairement à la fonction carré qu'on a vu au premier semestre, le carré d'un nombre est toujours positif. Ici le cube d'un nombre dépend de la valeur du nombre.
Donc je vous ai remis le calcul, hein, moins 2 puissance 3, donc c'est moins 2 fois moins 2, ce qui fait 4. Et ici le moins s'annule. Mais or multiplié encore une fois par moins 2, c'est-à-dire un nombre négatif, donc le résultat est négatif, c'est-à-dire moins 8. Construire ensuite la représentation graphique dans un repère, unité 2 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée. Donc là, l'outil classique, ça va être la feuille quadrillé petit carreau. On trace son repère avec la règle. On fait le repérage des graduations sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et on place nos points qu'on va relier main levée. Alors là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser GeoGebra, là, donc, que vous avez certainement installé sur votre ordinateur. Donc GeoGebra se présente comme ceci, hein, à l'ouverture du logiciel, donc on a notre repère directement. Dans la zone de saisie, on va rentrer la fonction, donc f de x égale x, ici puissance 3, donc on va chercher sur le clavier l'accent circonflexe, et on tape 3, donc la valeur de la puissance, donc x puissance 3, et donc on a notre courbe qui s'affiche ici. Alors je peux zoomer avec la molette et puis je peux étirer mes axes. Voilà. Donc on voit la courbe ici, son allure particulière. Elle est croissante. Elle passe par l'origine. Et puis elle est toujours croissante sur la partie positive des x. Voilà. Donc on peut l'observer ici. On retourne au document. Quel est le sens de variation? Donc la fonction est croissante. Hein. Si x augmente, donc si on lit tout simplement les valeurs de gauche à droite, sur l'axe des abscisses, on voit que les valeurs de y, c'est-à-dire la valeur de la fonction, augmentent, donc montent de bas en haut, ici, sur l'axe des ordonnées. Pardon. Voilà. On retourne au document. La fonction graphique, la représentation graphique, admet-elle une ou des symétries? Donc ça va être en rapport avec le vocabulaire et les propriétés de parité qu'on a vu un petit peu l'année dernière sur le cours avec les généralités des fonctions. Donc la représentation graphique de la fonction cube est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc là vous avez remarqué, ici je reprends la représentation. On a bien ici une symétrie par rapport à l'origine ici du repère. Hein. Autrement dit, si je prends la partie positive de ma courbe et que je lui fais faire un demi-tour, je vais la superposer à la partie négative ici. Donc, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Ça, c'est la propriété des fonctions impaires. On avait vu pour la fonction carré qu'elle était, elle, paire, c'est-à-dire symétrique non pas par rapport à l'origine du repère, mais par rapport à l'axe des ordonnées. Algébriquement, on peut traduire cette propriété par f de moins x qui est égal à moins f de x. Donc si je remplace x par exemple par 2, donc ça fait f de moins 2, c'est-à-dire moins 2 au cube, c'est-à-dire moins 8, c'est bien moins f de 2, c'est-à-dire moins 2 au cube, c'est-à-dire moins 8. On a l'égalité qui sera vraie pour toutes les valeurs de x. Donc ça c'est un détail, hein, on dépasse un peu le cadre du référentiel, un peu le cadre du programme de Bac Pro. Activité 2, la fonction k fois x puissance 3, c'est-à-dire k fois x au cube. Donc on va multiplier notre fonction cube par un nombre k, et puis j'ai choisi deux valeurs, une positive, donc pour g 1,5, et une négative pour h, moins 0,75. J'établis mon tableau de valeurs, donc je reprends ma calculatrice et je vais rentrer mes deux fonctions, donc 1,5 au cube, que je mets en y1, et puis moins 0,75 fois x puissance 3. Alors là j'ai fait une erreur au-dessus, hein. Donc là je valide, c'est pas 1,5 au cube, c'est
1,5 fois x au cube. Voilà. Alors là, j'ai mis moins 0,75x. Hein, j'ai pas mis le signe multiplié, enfin l'opérateur, mais il est sous-entendu. Donc j'ai plus qu'à chercher mon tableau de valeurs. Les bornes n'ont pas évolué, donc je les ai pas modifiées. Et puis on complète. Hein, donc pour la fonction g, on va de moins 40,5 jusqu'à 40,5. Et pour la fonction h, de 20,25 jusqu'à moins 20,25 ici. Voilà. On va construire ces représentations dans le repère précédent. Donc je reprends ma fenêtre de GeoGebra et puis je vais construire mes deux fonctions. Donc g de x qui est égal à 1,5 fois x au cube. Donc sur GeoGebra, la virgule c'est le point. Et puis la fonction h qui est égale à moins 0,75 fois x au cube. Voilà. Je vais la mettre en rouge. Voilà. Donc on voit ici nos trois fonctions sur le même repère. Donc on voit les similitudes et les différences. Donc la fonction f et la fonction g se ressemblent beaucoup. Hein. Elles sont toutes les deux croissantes. Par contre la fonction h ici a la même allure, a la même forme, a la même symétrie aussi, mais elle est renversée, elle est décroissante. Alors ces observations, donc je demandais de les formuler dans la question suivante. Comparer les représentations des trois fonctions. Donc f et g ont le même sens de variation, elles sont croissantes, alors que h est décroissante. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Je pense que vous en doutez, c'est tout simplement le nombre k ici. Dans le cas de la fonction f et de la fonction g, donc k vaut pour f 1, pour g 1,5, ces deux nombres sont positifs, donc la fonction est croissante. Si k est positive, la fonction sera croissante. Si k est négatif, par contre, donc dans le cas de h, la fonction sera décroissante ici. On passe à l'activité suivante. Donc je vous ai mis dans le document de ressources de correction les représentations graphiques, f, g et h, donc une capture d'écran de l'écran précédent de GeoGebra. Et on passe à l'activité 3. Donc activité 3, la fonction inverse. Alors qu'est-ce que l'inverse d'un nombre? Alors là, j'ai bien vu au retour des travaux que vous m'avez rendus. Donc il y a des confusions, on confond souvent l'inverse et l'opposé. Donc l'inverse d'un nombre, c'est 1 divisé par ce nombre. À ne pas confondre donc avec l'opposé d'un nombre. Donc l'opposé d'un nombre, c'est la valeur négative de ce nombre. Donc ainsi, l'inverse de 2, c'est 1,5, donc 0,5, alors que l'opposé de 2, c'est moins 2. Pourquoi l'inverse de 0 n'existe pas? Tout simplement parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Hein, si on fait l'exemple avec la calculatrice, ici, donc je reviens au menu de calcul, donc si je fais 1 divisé par 0, tout de suite votre calculatrice vous met un message d'erreur mathématique. Ça n'existe pas. Donc l'inverse de 0 n'existe pas. En fait, ça n'a pas de sens de diviser un nombre par 0. Alors on peut l'expliquer un peu graphiquement. On va voir dans la représentation graphique de la fonction inverse qu'il y a quelque chose qui se passe pour 0, plutôt qui ne se passe pas justement. Et puis on peut l'interpréter aussi en cherchant à calculer l'inverse d'un nombre quand ce nombre se rapproche de 0. Donc par exemple, si je calcule l'inverse de 1 sur 10 000, de 0,0001, je vais trouver 10 000. Voilà, donc ça c'est logique. Par contre, si je calcule l'inverse de moins 0,0001, donc deux valeurs en fait qui sont très proches l'une de l'autre, elles sont très proches de 0, là je vais trouver un résultat complètement différent, c'est-à-dire moins 10 000, donc une amplitude assez conséquente entre 10 000 et moins 10 000, on a deux résultats qui divergent complètement.
Et donc ça implique que pour 0, on aura du mal à conjecturer une valeur, tout simplement. Tableau de valeur, donc de la fonction inverse, que je demande d'arrondir au centième, ici. Donc avec le menu table ou en calculant directement les valeurs, on complète notre tableau. Alors ici, j'ai mis un X, mais en fait c'est pas un X, c'est une croix, hein, pour dire qu'en fait la valeur, l'image de 0 par la fonction inverse, ça n'existe pas ici. Donc, il faudrait mettre en fait une grande croix pour condamner en fait cette case. Ensuite, donc on va construire la représentation graphique de cette fonction inverse. Donc on va voir que cette fonction a un graphique assez particulier. Alors je reprends GeoGebra ici. Et je vais construire la fonction f de x qui égale 1 sur x, donc la fonction inverse. Et là j'obtiens cette courbe ici, assez particulière. Cette courbe s'appelle une hyperbole en fait. Donc la terme de vocabulaire qu'on va rentrer dans le cours et qu'il va falloir apprendre tout simplement. Donc on voit que la fonction en fait quand on part des valeurs négatives, la fonction suit l'axe des abscisses et puis elle va s'écarter en arrivant près de l'origine pour ensuite suivre l'axe des ordonnées. Et puis dans la partie positive du repère par contre, hein, on a le même schéma mais pour les valeurs positives. Donc on voit bien qu'en 0 ici, suivant qu'on se rapproche de 0 en valeur négative ou en valeur positive, on n'a pas du tout la même allure de la courbe. Les valeurs sont complètement divergentes ici. On va vers moins l'infini quand on se rapproche de 0 en valeur négative, alors qu'on va vers plus l'infini quand on se rapproche de 0 en valeur positive. Et par contre, dans les deux cas, si on va vers des valeurs très grandes ou à l'inverse très grande mais en valeur négative, eh bien on se rapproche de 0 ici. Alors, les observations, donc on retourne au document. La courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc on voit aussi que c'est une fonction impaire. C'est-à-dire que si je fais faire un demi-tour de cette partie de la courbe par rapport à l'origine ici, je vais superposer la partie positive de la courbe à la partie négative ici. Comment s'appelle cette courbe? Ça s'appelle une hyperbole. On va voir ça dans l'activité à suivre. Alors on complète le tableau de variation. Donc je rappelle, le tableau de variation c'est très codé, hein, c'est-à-dire que sur la première ligne on met l'ensemble de définitions. Donc on voit bien que la fonction est définie sur l'ensemble des nombres sauf 0. Et donc quand un nombre n'est pas défini, dans le tableau de variation, on met deux barres verticales comme ceci, pour bien montrer que la fonction n'est pas définie. Et puis, plus on se rapproche de moins l'infini, plus la fonction va tendre vers 0. Et puis, si on se rapproche de 0, elle va tendre vers moins l'infini. Donc on voit le schéma des variations de la fonction. Je vous l'ai représenté ici aussi. Donc on a notre hyperbole, hein, de représenter sur un ensemble de définitions qui va de moins 6 à 6. Et donc on voit bien ici les variations de 0 à moins l'infini. Donc pour moins 6, on est à une valeur proche de 0, et plus on se rapproche de 0, plus on va vers des valeurs importantes vers moins l'infini. Et réciproquement pour la partie positive. Activité 4, problème. Donc je vous propose une petite activité pour introduire un peu le vocabulaire aussi. Donc on a un club de plongée qui propose des sorties en mer, en apnée, et le moniteur explique aux plongeurs débutants les causes et les traitements des accidents susceptibles de se produire en plongée. Et donc il commence par faire le lien entre le volume d'air contenu dans les poumons, qu'on appelle Y, et la pression régnant à différentes profondeurs sous la surface. Donc la pression est notée X, le volume noté Y.
Alors on a un petit tableau de valeurs ici qui reprend la profondeur de la plongée, donc de 0 à 15 mètres, la pression en bar, le volume en litres, et puis on a calculé dans la dernière colonne le produit X fois Y. Alors on observe les valeurs du tableau et on essaie de répondre aux différentes questions. Donc comment varient les valeurs de la pression lorsque la profondeur augmente? Là, si la profondeur augmente, la pression augmente aussi. Comment varient les valeurs du volume lorsque la pression augmente? Donc si la pression augmente, le volume, lui, il diminue. Comment varient les valeurs du produit X fois Y? On voit que le produit X fois Y, il est constant, quelles que soient les valeurs de pression et de volume. Donc pour toutes les profondeurs mesurées, on a un produit XY qui est égal à X. Donc là, j'ai remis dans ce qu'on vient d'expliquer à l'instant dans la correction. Et puis ensuite, on demande de construire le nuage de points correspondant au tableau et la courbe correspondante. Donc on place les points. Donc pour 1 bar X, on a un volume Y à 6. Donc 1 repérage 6, on a le premier point. Deuxième point. Pour 1,5, on a 4. Pour 2, on a 3, etc., etc. Donc on place nos différents points. Et puis on va les relier main levée. Donnez le nom de cette courbe. Donc là, j'attendais un petit peu de votre côté un petit raisonnement par déduction. Donc ce n'est pas une droite, donc on va l'éliminer. Ce n'est pas une parabole, puisque ce n'est pas une fonction du second degré. Donc il nous reste quoi? Il nous reste tout simplement l'hyperbole. Par déduction, cette courbe, c'est une hyperbole. Effectivement, la représentation graphique d'une fonction inverse, c'est une hyperbole. Alors on voit qu'ici, les grandeurs X et Y sont ce qu'on appelle inversement proportionnels. Donc ça se traduit par le fait que le produit X fois Y soit toujours égal à 6. Alors ça, je ne l'ai pas mis dans la correction, c'était pas demandé l'activité, mais on aura l'occasion de revenir sur cette propriété des grandeurs inversement proportionnelles en maths et en sciences très prochainement.